Maman, vétérinaire et athlète de haut niveau, voilà les 3 rôles que occupe Anne-Lise Rousset avec passion. Membre de la Team Scott depuis de nombreuses années, Anne-Lise avait en ligne de mire l'UTMB comme objectif majeur de 2024. Mais malgré une préparation réussie, Anne-Lise a abandonné au kilomètre 70 à cause d'un mental mis dernièrement à rude épreuve et d'une perte de sens dans sa pratique. Dans cet épisode des Coamur Rencontres, Anne-Lise revient sur son entraînement qui l'a amené au plus haut niveau à de nombreuses reprises et sur son souhait aujourd'hui de mettre un point final à sa carrière d'athlète professionnelle. Allez, c'est parti pour cet échange avec Anne-Lise Rousset, point final. Salut Anne-Lise, comment ça va ? Salut, ça va bien, ça va. Tu me reçois, on est mercredi 17, si je dis pas de bêtises, ou 18, quelque chose comme ça. On est un peu au-dessus d'Annecy, il fait pas super beau, il fait toujours moins beau en Savoie qu'en Isère, mais bon, c'est comme ça. Voilà. Et déjà, la première chose que je voulais faire, c'est te remercier de m'accorder du temps pour discuter à mon micro de plein de choses. Et pour moi, c'est vraiment une chance de te recevoir parce que j'ai cru comprendre que le temps était une ressource compliquée pour toi et en avoir pu en récupérer un tout petit bout, je te remercie beaucoup pour ça. Avec grand plaisir, merci. Pour les auditeurs qui éventuellement ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux te présenter ? Alors, je suis Anne-Lise Rousset-Séguré, j'ai 36 ans. Je suis mariée avec Adrien Séguré, qui est aussi mon entraîneur. On se connaît maintenant depuis quelques années, depuis une dizaine d'années. On a un petit garçon qui s'appelle Faustin, qui a 3 ans. Et donc voilà, je vis à côté d'Annecy, à Torrenglières, depuis maintenant aussi 6 ans. Et je suis originaire du Cantal, dans la ville de naissance. Adrien, que j'avais eu la chance de recevoir dans le podcast il y a environ 1 an. Pour les auditeurs, ils peuvent aller écouter cet épisode. Mais c'était un des premiers que j'avais reçu dans les Coamur Rencontres. Et aujourd'hui, je suis là, mais pas avec lui, mais avec toi. Tu n'es pas que coureuse. C'est pas que ça que tu fais. À côté, tu as un métier. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce métier ? Alors oui, et même, je dirais, c'est mon première activité. Je suis vétérinaire. Je suis vétérinaire dominante rurale, donc je vais plutôt dans les exploitations, dans les fermes, faire naître des petits veaux, gérer la qualité du lait, gérer la santé des élevages, et puis également aussi, bien sûr, un petit peu de soins de chiens et chats. Donc je travaille à Cruzeil, dans une clinique pas très loin de la maison, voilà, qui occupe pas mal de mon temps. Et du coup, j'imagine que c'est une activité avec beaucoup de déplacements. Tu ne vas pas venir une vache. Non, alors effectivement, je me déplace pour aller dans mes élevages. Après, on a un périmètre qui est relativement restreint autour de la clinique. Et par contre, les chiens et les chats viennent à la clinique. Est-ce que tu as une autre passion dans la vie que le trail et ton métier de vétérinaire ? Quelque chose qui t'anime ou ça remplit déjà bien le temps ? Alors, à la base, toute petite, c'était les chevals, l'équitation. J'étais complètement folle même d'équitation. Je faisais beaucoup de cheval petite. J'avais mon cheval à la maison. Donc ça me manque un petit peu, mais clairement, aujourd'hui, j'ai pas le temps du tout. Peut-être ça reviendra plus tard, mais pour l'instant, j'ai vraiment pas le temps. Et après, je suis quand même assez monosport parce que je suis pas très, très douée dans les autres sports. Dès qu'il y a un ballon, dès qu'il y a un peu de technicité, je suis assez nulle. Donc, c'est exclusivement en termes sportifs, la course à pied. Mais après, l'activité de montagne, quoi. J'ai goûté un peu à l'alpinisme, j'adore ça. Voilà, aller crapahuter en montagne. J'ai 3 petites questions que je pose à tous mes invités pour essayer de finir de comprendre un peu la personne qu'il y a derrière l'athlète. On aura largement le temps de parler de l'athlète. Ça sort un peu du cadre sportif. Si Anne-Lise Rousset en un film, qu'est-ce que c'est ? Mon film préféré ? J'aime bien... Oh là, j'ai pas préparé ça. C'est pas grave, ce qui te passe en tête. J'aime bien les Tarantino, j'aime bien les Clint Eastwood. Je suis une trouillou, mais j'aime bien les films qui me font peur. Mais j'ai peur aussi. Enfin, t'as pas cité le bas du panier cinématographique quand même. Tarantino et Eastwood, c'est quand même pas mal. Anne-Lise Rousset en un livre, qu'est-ce que c'est ? C'est pareil, j'ai pas trop préparé. J'aimais bien les Dan Brown, Da Vinci Code, choses comme ça, j'aime bien. Ok, très bon choix. Et la dernière, tu la vois peut-être venir, Anne-Lise en une musique ou un artiste, qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est très polymorphe. Là, par exemple, en ce moment, c'est Simon et Garfunkel, j'adore. Ok. Mais sinon, on va écouter pas mal de choses. Puis depuis que j'ai un petit, la playlist a tendance à s'élargir. Elle intègre de plus en plus du Walt Disney. Exactement. Musique en courant ou pas ? Non, j'aime bien être dans mon... sans musique. Dans la course, enfin, en tout cas dans la pratique. Exactement. On va rentrer un petit peu plus dans la partie trail et sport, qui est la raison pour laquelle on se retrouve aujourd'hui. J'ai préparé un portrait de toi que je vais présenter et je te laisserai libre de le compléter si jamais j'ai fait une erreur, mais j'ai essayé de bien identifier ton parcours.
Alors, tu es de la team Scott depuis de nombreuses années. Tu as plusieurs partenaires. J'ai noté Iron, Garmin, Punch Power, Sidas, le Val d'Isère, la Tome de Savoie, Nissan et Amos. Tu es entraîné, comme tu l'as dit, par Adrien Séguret. Tu as un UTMB index à 750, une cote ITRA à 763, pour ce que ça veut dire. Il y a des erreurs dans les estimations, mais c'est quand même, ça place quand même un petit peu le niveau de la sportive que j'ai en face de moi. J'ai noté une première course en 2011, le Marathon d'Écosse, sur le Festival des Templiers. Dans l'ITRA, par exemple, tu as toujours... l'ITRA, en tout cas, te compte 65 départs en 13 ans, 60 arrivées, 5 DNF, soit une moyenne de 5 courses par an, avec un peu plus de courses plus tôt dans ta carrière par an et un petit peu moins ces dernières années. On va peut-être comprendre pourquoi par la suite. Tes meilleurs résultats sont mettre sur des formats entre 50 et 100 km, auxquels tu as beaucoup participé jusqu'à 2022 environ, j'ai noté. Puis en 2022, révélation, un nouveau format s'ouvre à toi, le 100 miles, avec une deuxième place à la Diagonale des Fous, une deuxième place à la Hard Rock, et tu finis aussi le Mute, pareil, deuxième place. Et cette année-là, tu avais fait l'UTMB, où tu as... et cette année, tu as fait l'UTMB, où tu as abandonné, on reviendra dessus par la suite. Il y a un autre 100 miles qui est important, sur lequel tu t'es lancé et que tu as remporté comme cette fois largement haut la main, c'est celui du GR20, parce qu'aujourd'hui, tu es la détentrice du record féminin en 35 heures et 50 minutes. J'ai sauté les secondes. Soit 5 heures et demie de moins que Émilie Lecomte, qui avait fait le record en 2012. Pour l'instant, ton record tient encore. Et tes victoires et podiums sont nombreux. J'en ai cité que 3, mais j'aurais aussi pu parler de ta victoire au Wheels Trouble 2023, au Championnat de France 2023, à la CCC 2014, ta 4e place en 2018 sur la CCC également. Bref, tu as tellement de beaux résultats que quand j'ai pris ta page, j'avais du mal à choisir et je me suis dit, faut que je fasse des choix à un moment. Est-ce que j'ai oublié quelque chose dans cette présentation qui, toi, te tient à cœur ? Non, je crois pas. Je crois que c'était plus que très bien documenté. Plus que complet. Première course sur le Festival des Templiers, c'était bien ça ? Ouais, alors réellement, la première course, en 2011, en fait, c'était en 2010 où c'est l'année en fait où j'ai rencontré Adrien. Enfin, on s'est rencontrés en 2009 et puis en 2010, il organisait un trail nocturne, un 90 km nocturne, et il avait une version 45 km nocturne. Et c'est vrai que jusqu'à présent, je courais très peu. J'avais jamais fait de trail de plus de 10 bornes. Et je m'étais lancée là-dessus, en fait, avec un copain veto, parce que c'était le club d'Adri qui organisait. Ça s'appelait la Nuit des Rutaines. Donc, c'est réellement mon premier marathon, mon premier trail, en fait, nocturne. ITRA ne référence pas cette course, mais... Non, ça n'existait peut-être même pas encore. Et avec ce passé sportif de course nocturne, on t'a jamais vu sur la Saint-Élion pour autant, alors que... Non. Tout y prédisposait presque. Il n'y avait pas assez de cailloux. Oui, c'est vrai. Une appétence pour les salades de cailloux, comme dirait notre ami Robin. Exactement. La question du coup que j'ai envie de te poser, c'est comment t'es arrivé dans le trail ? Qu'est-ce qui a fait qu'un jour t'as mis des baskets et t'es parti courir en sentier, en montagne, en forêt ? Alors, j'aimais courir. Je pense que l'envie de courir et le besoin de courir, je l'ai depuis toute petite. C'était mes profs de collège qui m'avaient vraiment motivée à faire de la course à pied, à faire les crosses, à faire de l'athlé après plutôt en demi-fond. Et donc, voilà, collège, lycée, j'étais en UNSS. J'avais été pas mal sollicitée pour prendre une licence FFA, mais à ce moment-là, je faisais du cheval. Et j'étais déjà un peu sauvage de la compétition. J'avais juste envie de courir, voilà, de faire des heures sup au collège pour m'entraîner à côté, aller faire l'UNSS un peu plus long que les autres. Mais j'avais pas envie de prendre une licence. Donc j'ai fait ça et après, dans mes études, j'ai fait une classe prépa. Et une classe prépa, c'est 2 années où malheureusement, on ne peut pas se consacrer à autre chose. En tout cas, moi, je n'arrivais pas à tout faire, donc j'ai dû travailler, tout couper. Et arrivé à l'école veto, j'avais plus de temps devant moi. Et là, on avait un club raid à l'école. Voilà, c'est pas si structuré qu'en licence ou en fac. Donc on faisait ce qu'on pouvait avec les moyens qu'on avait. Donc je participais comme ça à des raids autour de Toulouse. Et c'est là que j'ai rencontré Adrien. Et en fait, lui était dans une équipe de raid multisport. Et assez rapidement, donc, je suis rentrée dans son équipe et j'avais envie de courir. Et c'est lui qui m'a fait découvrir finalement le trail parce que, en fait, je ne savais pas que j'allais courir en montagne et que je serais tombée vraiment amoureuse de la montagne comme ça. À ce moment-là, je venais du Cantal. Moi, je courais un peu dans les Pyrénées. Mais la montagne, la vraie montagne des Alpes, je ne la connaissais pas. Ni la haute montagne des Pyrénées, d'ailleurs. C'était plus de la collinette dans laquelle je courais. Et c'est comme ça que j'ai découvert et que je suis devenue amoureuse du trail. Quand tu parles de raid aventure, tu étais sur des formats
Parce que du coup, tu as participé à des compétitions avec Adrien. Ouais. Quel type de format? Des très longs, des plutôt à la journée? Non, alors il m'avait recruté pour aller faire les formats de 5 jours à une semaine, mais je ne suis pas allée jusque-là. Je faisais plus sur du 24, voire 48 heures sur 2 jours, avec les épreuves nocturnes. C'était parce que voilà, on s'est vite rendu compte et je savais déjà que le vélo n'était pas non plus, je n'étais pas une as du vélo. Okay. Et c'est vrai que du coup, je suis pas allée au-delà et je me suis plus orientée après sur le trail. Mais sur du 48 heures, c'était cool. Mais du coup, par contre, quand tu es arrivé au trail, tu as réduit les formats de course et tu as commencé avec des formats un peu plus courts. C'est bien ça? Tu es passé des raids 24-48 heures à des formats de course un peu plus restreint. Ouais, après le raid, c'est multisport, donc du coup on n'avait pas c'était 20 bornes, donc les portions de course à pied, c'était pas plus long, quoi. Ok. Est-ce que tu as noté, toi, parce que ta carrière, j'imagine que tu la connais très bien et que tu la regardes, tu prends des fois le temps de la regarder et regarder ce que tu as accompli. Est-ce que tu as un moment où tu arrives à te dire, ça c'est un virage dans ma carrière sportive? Là, il y a eu un moment où les choses ont changé, il y a un avant et un après, ou pas spécialement? Alors, il y a eu un virage, clairement le virage, ça a été le GR20, ça c'est indéniable. Après, il y a eu quand même une progression. Vraiment, ce qui m'a un petit peu mis sur le devant de la scène, c'est quand j'avais gagné la CCC en 2014. Pourtant, je retiens pas vraiment cette course parce que j'ai gagné. En tout cas, je finis première, mais parce que Caroline Chavreau avait abandonné, sinon j'aurais pas gagné, c'est sûr. Le temps que j'ai fait, bon voilà, c'était pas un temps incroyable. Hein. Quand on regarde maintenant les temps qui se font, c'était loin d'être incroyable. Et puis j'avais tellement souffert sur cette course que pour moi, c'était pas vraiment un virage, quoi. Mais il y a eu ça, et il y a eu aussi en 2015, l'année d'après, où je fais les mondiaux, et où j'avais fait 4e des mondiaux. Et c'est vrai que là, ça avait aussi... alors que j'étais pas réellement dans l'équipe, en fait. J'avais été prise en plus pour compléter l'équipe. Donc c'est vrai que ça avait été 2 étapes assez importantes, ouais, dans le début de ma carrière, si on peut parler de carrière. C'est vrai que j'en profite pour le dire maintenant parce que j'y pense. Sur le GR20, déjà ta performance était impressionnante. Et vous avez réalisé un film qui s'appelle Ce qui compte et qui est disponible en ligne ou pas? Oui, il est sur Amazon. Voilà, donc si les personnes n'ont pas suivi cette belle aventure, moi j'ai eu la chance de le voir, ce film, et j'invite tout le monde à aller jeter un œil. J'avais noté que tu avais eu une réduction du nombre de départs que tu avais pris après 2020 à peu près. Est-ce que toi, c'était un choix? Ça s'est fait parce que tu as professionnalisé la chose, tu as trouvé des formats qui te plaisent, ou comment t'es arrivé à ce changement un petit peu dans le nombre de courses auxquelles tu participais? En fait, avant 2020, je m'engageais beaucoup sur du format skyrunning. Le Golden n'existait pas encore, ou du moins, ça doit être dans les années 2018-2019 que ça a commencé. Donc, le skyrunning, c'est vrai que c'était des formats plus courts, maximum 80 km. Et il y avait un petit peu ce challenge de faire, je crois que je ne veux pas dire de bêtises, mais c'était au moins 3 courses de qualification. Donc, souvent, on en cochait 4 pour être dans les clous. Et une finale, comme se fait en fait sur les formats Golden. Et du coup, c'est vrai que en faisant ces séries-là, ça imposait quand même un peu plus de courses. Donc ça, c'était génial parce que j'ai adoré les courses de skyrunning. J'ai pu goûter à... Voilà, il y avait le marathon du Mont Blanc, il y avait la Transvulcania, il y avait toutes ces courses qui font rêver en fait et qui sont sur le Golden ou qui ont perdu qui n'ont pas de label particulier, mais c'était les courses qui faisaient rêver à ce moment-là. Donc j'ai pu goûter à pas mal de ces courses-là et c'est vrai que de faire des courses de plus petit format et avec ces challenges-là, ça m'imposait de faire au moins 5 courses. Je pense que c'était à peu près ça ce que je faisais par an, quoi. Et le nombre de courses est restreint très clairement quand j'ai augmenté en fait la distance et donc on ne pouvait pas augmenter autant les courses. Et, rares sont les personnes qui font du long ou de l'ultra et qui font beaucoup de courses. Il y en a, mais c'est plutôt rare. Moi, c'était pas possible. Tu disais que tu étais sur les formats skyrunning. J'avais pas fait attention à ça quand j'ai préparé l'interview, mais du coup, ça veut dire que tu as toujours aimé le caillou quand même. Je crois... Alors, en fait, pourtant, j'aurais jamais pensé, en fait. Mais, j'aurais jamais pensé. Voilà, encore une fois, je viens du Cantal. Au début, je courais sur des sentiers, mais assez propres. Et j'ai goûté au caillou et c'est vrai que très rapidement, j'aime ça. J'aime vraiment ça. Et assez rapidement, même en montagne, je connaissais pas la montagne avant mes 25-30 ans. En fait, j'ai découvert sur le tard. Et assez rapidement, j'en suis vite tombée amoureuse de l'arête, du vide et de la roche, ouais. Et ça m'amène directement à la question que je vais te poser
pour mieux comprendre la sportive que tu es. Si aujourd'hui, je devais te dire, là, demain, on crée la course pour toi, ta course parfaite, ça ressemble à quoi? Ton profil de course? Je dirais un 80 km en Corse. Ok. Avec, ça existe déjà, mais... avec un beau dénivelé, mais là où c'est un peu accidenté, quoi. Ouais, j'aime ça. Pourtant, peut-être que de base, mes qualités, elles seront pas forcément dans le caillou, mais j'aime ça. Ouais, faut se faire plaisir aussi. C'est-à-dire que sur ton GR20, tu as senti une différence dans le plaisir que tu as pris entre la première partie jusqu'à Vidzavon et la suite? Alors, oui, bon, en plus, il y avait, entre guillemets, de la fraîcheur jusqu'à Vidzavon, mais clairement, ouais, la partie nord, je l'ai adorée, mais vraiment adorée. Pour l'avoir fait en rando, je trouve qu'il y a vraiment une distinction, même si vers les aiguilles, ça se recomplexifie un petit peu, il y a quand même une distinction très marquée entre le nord et le sud, et Vidzavon marque la frontière entre les deux. Un petit peu comme les questions que je t'ai posées sur Anise en un livre, un film, une musique. Je vais faire pareil, mais avec du matériel ou des choses qui sont autour du trail. Ta chaussure préférée aujourd'hui? Bah, ça reste la Super Track. J'ai toujours couru avec. Enfin, ça fait très longtemps que je cours avec. Ok. C'est la Super Track 3 qui va sortir dans quelques temps, si je dis pas de bêtises, qui a été annoncée. Ouais, alors c'est vrai que bon, ça fait moins longtemps que je l'utilise, mais c'est chouette parce que ça a été une chaussure aussi qui a été en bonne collaboration en fait entre moi et Scott, et ça a été chouette de l'améliorer, enfin en tout cas de participer à son amélioration, je pense. À mon avis, elle sera testée par Courir Mieux, donc j'ai hâte de la voir. Un aliment en course préféré? Qu'est-ce qui te fait vraiment plaisir quand tu cours? Alors j'aime bien prendre un morceau de pastèque ou de melon sur une course. Un fruit gorgé d'eau, quoi. Ouais, j'aime ça. En récup, un aliment que t'adores après une bonne course? Alors ça dépend, j'ai plein d'envie après une course. Souvent, alors c'est vrai que je dirais des fois une bonne pizza, ça fait plaisir. C'est pas vraiment une très bonne récup, mais c'est bien. C'est assez unanime, hein. Il y a quand même beaucoup de personnes qui sont pour la pizza. Un parcours préféré aujourd'hui? Un endroit où tu adores aller t'entraîner? Bon, pareil, je suis pas très objective, mais la Corse, bien sûr. J'aime beaucoup les Aravis aussi. Et j'aime bien aussi les Canaries. Enfin, voilà, si on veut chercher un peu de soleil, c'est chouette les Canaries. Un sommet qui rejoint le parcours, mais un sommet, un endroit où tu dis ça, c'est l'endroit où je pourrais rester des heures. C'est mon point de vue. Alors, j'adore le Cervin. Okay. Je peux pas y rester des heures en haut. J'ai eu la chance de le faire en traversée. Et je crois que c'est mon sommet préféré. Okay. Et si tu devais en garder qu'un seul, ton meilleur souvenir en trail? Le GR20. Évidemment, t'en arrivé au GR20. Anne-Lise, je te remercie pour ce profil autant humain que sportif. Et je te propose qu'on rentre un peu dans comment tu t'entraînes aujourd'hui. Alors, c'est bien, Adrien n'est pas là, il nous entend pas. Donc, s'il y a quoi que ce soit à dire, tu t'es libre parce que c'est ton entraîneur, mais il est à l'étage au-dessus. Donc, faudrait pas le vexer. La première question que je voudrais te poser, même si tu as déjà répondu dans d'autres podcasts, donc même si tu veux résumer un peu, il n'y a pas de souci. Les auditeurs pourront aller écouter ailleurs ce que tu as déjà dit. Mais comment tu vis ta relation avec ton entraîneur? Déjà du fait que c'est également ton époux. Et l'autre question, comment tu vis ta relation avec ton entraîneur en termes d'approche de la planification? Est-ce que tu as beaucoup de liberté, beaucoup d'autonomie dans un cadre? Est-ce qu'au contraire, c'est très fixe et tu suis à la lettre ce qu'Adrien a cadré? Est-ce que tu peux nous raconter ça? Alors, pour moi, déjà, je ne construis pas vraiment la course sans Adrien. Et c'est vrai que, bon, voilà, clairement, c'est lui qui m'a fait découvrir la course à pied. J'aurais jamais, encore une fois, imaginé faire tout ce qu'on a pu réaliser. Donc, c'est clairement grâce à lui que je fais tout ça. Du coup, il m'a toujours entraînée. Ça a toujours été lui. Je pense pas que la démarche, moi, personnellement, d'aller chercher un entraîneur, ça me serait venu. Et même aujourd'hui, je ne sais même pas si je serais capable d'aller demander quelqu'un d'autre de m'entraîner, en fait. Donc, du coup, elle est naturelle, en fait. Et c'est lui qui doit m'entraîner. Je ne le conçois pas autrement. Je crois que tu as juste rapidement changé d'entraîneur à un moment. Et en fait, tu es très vite revenu avec Adrien, malgré la compétence de l'autre entraîneur. En fait, clairement, moi, je voulais pas. C'était Adrien qui a voulu... ça fait, je sais pas, ça devait faire 5-6 ans qu'il m'entraînait. Et il m'avait dit, on va essayer de dissocier vraiment cette relation-là. Et parce qu'il se prenait la tête, parce qu'en fait, voilà, dès que ça se passe bien, il se remet déjà en question. Alors quand ça se passe moins bien, ça devient un drame. Et il avait envie de dissocier tout ça. Et clairement, en fait, ça, j'avais pas du tout... la démarche ne venait pas de moi et j'avais du mal, en fait, à me confier, à dire comment je ressentais l'entraînement avec l'autre entraîneur. Et ça a duré 15 jours et demi, quoi. Et clairement, il fallait qu'il me reprenne. Et au niveau de autonomie et contraintes dans le cadre, est-ce que
T'as des grandes lignes, genre aujourd'hui intensité, tu fais un peu ce que tu veux, ou au contraire, est-ce que c'est très planifié dans Play Sharp, par exemple, et tu suis à la lettre? Ouais, c'est planifié. Et vraiment, il me met mon entraînement quotidien et je m'y tiens. Ça marche. Est-ce que tu pourrais nous dire, c'est un peu toujours les mêmes questions qui ont pour but de décortiquer l'entraînement, donc je prends un peu les grandes sphères de l'entraînement et on va essayer de les comprendre ensemble. Est-ce que tu pourrais nous dire un peu, toi, comment tu approches le volume de l'entraînement? Est-ce que c'est quelque chose que tu regardes, que tu vérifies, que tu estimes? Pas du tout, ça vient naturellement? Tu le comptes en heures, en kilomètres? Comment tu fais alors que tu as beaucoup de boulot à côté? Est-ce que c'est quelque chose sur lequel tu sais que tu as mis une croix et tu feras beaucoup de qualité et peu de quantité? Comment tu approches le volume de l'entraînement? Alors ça a évolué aussi. Alors aussi parce que, bien sûr, ma pratique a augmenté, a évolué. C'est vrai qu'il y a quelques années de ça, on m'aurait dit quelle est ta séance préférée. J'aurais dit la séance, la sortie longue, quoi, en montagne. Alors, il y a eu deux choses, en fait, qui ont fait que ça a changé un petit peu. C'est que déjà, quand Adri vraiment a arrêté de courir, enfin, en tout cas, on ne pouvait plus faire des sorties longues, on ne pouvait plus faire des sorties longues ensemble. Là, ça a déjà été un peu plus compliqué à vivre parce que, bon, on a plein de copains et c'est génial. Mais du coup, j'y allais tout le temps, enfin, voilà, sans lui. Et voilà, même avant d'avoir Faustin, ça devenait être un peu longué parfois. Et puis, ma vision a clairement changé aussi depuis qu'on a Faustin. Et sauf que malgré tout, je me suis changé de format de course à passer sur de l'ultra. Donc, le volume devenait nécessaire. Mais c'est vrai que, bien sûr que j'aime courir longtemps en montagne, mais je pense qu'on en reparlera après, mais c'est vrai que ça a entraîné aussi pas mal de culpabilité à courir, alors que à ce moment-là, je devrais le passer avec mon fils. Et du coup, c'est devenu un peu moins... en tout cas, c'est moins... maintenant, sortir, de faire de 6-7 heures, ça devient compliqué pour moi, quoi, à vivre au quotidien. Donc c'est pour ça que voilà, je le fais, parce qu'il a fallu le faire, parce qu'on le fait, mais je le fais moins par plaisir qu'avant. Alors qu'avant, c'était vraiment la sortie longue, c'était la sortie qui faisait plaisir le week-end. Après, forcément, compte tenu de mon travail et des grosses charges de travail que j'ai, on met quand même pas mal de qualité. Donc, on essaye d'optimiser les séances d'une heure en faisant des séances de qualité. Beaucoup de muscu aussi. J'affectionne pas énormément la muscu, mais en complément, voilà, je m'y tiens et je sais que c'est bénéfique pour la suite. Et après, par contre, c'est clairement Adri qui regarde, qui me prévoit la charge et qui même suit la charge. En plus, je suis pas une très bonne élève parce que je remplis pas les ressentis et je remplis rien. Donc clairement après moi j'évalue pas, ça c'est à lui de regarder s'il a envie de le regarder. Confiance à l'entraîneur. Oh ouais, complètement, ouais. Alors je saute de questions, mais je reviendrai par la suite là où je voulais aller. Mais tu viens de dire que tu faisais beaucoup de muscu. Moi je trouve qu'effectivement on le voit, en tout cas sur ton Instagram, ça fait longtemps que je te suis et on voyait des séances dans ton garage avec des squats lourds, des exos qui n'ont pas l'air très faciles. Est-ce que tu fais que ça en termes de sport, on va dire entre guillemets croisé, ou est-ce que tu as également d'autres pratiques à côté de la muscu? Alors, je suis pas forcément la bonne élève dans le sens où je manque de temps. Et en plus, je suis pas une fan absolue de vélo. Donc, j'essaye quand même de faire quelques sorties vélo, mais c'est assez ridicule quand même quand on regarde sur mon profil, parce qu'elles y sont toutes, hein. Mais il y a pas beaucoup. Oh, on pourrait croire qu'il en manque, mais en fait... Non. Je fais pas beaucoup de vélo. Alors, par manque de temps, parce qu'aussi... 3 heures de vélo, c'est largement suffisant pour moi. Au-delà, je m'ennuie, donc j'aime pas trop. Donc c'est vrai que le vélo, j'en fais pas assez. Et l'hiver, donc pareil, je viens pas du ski, donc je fais un peu de ski de fond parce qu'on habite au-dessus du ski de fond et j'aime ça. En plus, je prends plaisir à le faire, mais je suis nulle, absolument très nulle. Mais j'y vais. Donc l'hiver, j'essaye de croiser avec du ski de fond et l'été, un peu de vélo, mais c'est assez ridicule. Ok. Mais du coup, majoritairement muscu et course à pied. Exactement. En muscu, tu pourrais nous dire un petit peu plus ce que tu fais? Tu vas faire des exercices très explosifs, plutôt très lourds. Qu'est-ce que tu fais un peu dans ton garage? Alors, c'est pareil, ça va changer par rapport à la période d'entraînement en spécifique, ou vraiment quand on approche de l'avènement. Souvent, j'ai clairement 2 séances de muscu la semaine quand on est en prépa en général, et quand je rentre un peu plus en spécifique, c'est plutôt une séance de muscu, voire elle saute quand on a vraiment des grosses charges et gros volumes, mais sinon voilà, une séance. Je vais essentiellement, effectivement, travailler avec des grosses charges, peu de répétitions et des grosses charges. Après, ça peut être du travail excentrique, donc avec des grosses charges en retenue. Ça peut être du travail plutôt de plio, où on va faire des grosses charges, des sauts, de nouveau des grosses charges, des sauts. Après, c'est les gestes assez classiques, c'est du squat, du hip thrust, des choses assez basiques, quoi, dans les éléments.
Dans l'interview que j'avais fait d'Adrien, on avait eu un moment sur la muscu parce que la raison pour laquelle je l'avais interviewé, c'était la préparation hivernale. Et du coup, la muscu était vite venue sur le terrain. Il disait que selon lui, le GR20, ta réussite du GR20, elle passait pas sans la quantité de muscu que tu avais fait. Est-ce que c'est également ta lecture de ce record? Je pense qu'il y a 2 paramètres en fait. C'est que j'ai eu ma grossesse avant aussi. Et je pense que indéniablement, j'ai pris ma grossesse a été finalement très bénéfique par rapport à ça. Parce que, mine de rien, j'ai pris mon poids, j'ai pris mes 12-13 kilos. Et donc, j'étais constamment avec mon gilet lesté et je faisais pas mal j'ai beaucoup couru en fait pendant ma grossesse parce que ça allait bien. Après, je suis allée crapahuter pas mal en montagne. Et donc, je pense que déjà, indéniablement, il y a eu une musculature que j'ai acquise à ce moment-là que j'aurais jamais acquise sans ma grossesse. Et puis après, c'est vrai que du coup, forcément, je pourrais pas courir beaucoup, il fallait reprendre progressivement. J'ai fait beaucoup de muscu en réathlétisation, si on peut parler de ça. Donc ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup servi, je pense. Et clairement, ce que j'ai acquis là, même je l'ai perdu, je pense maintenant. Ce que j'ai acquis pour le GR, ça a été, franchement, la muscu a été très, très bénéfique, quoi, ça c'est sûr. T'avais pu reprendre à courir relativement rapidement après ta grossesse ou ça a pris quand même pas mal de temps? J'ai pu recourir vite quand même parce que très clairement, j'ai repris le vélo à 15 jours après. J'ai repris l'alternance 1 mois après. Et avant de reprendre le travail, donc c'est-à-dire que c'est 2 mois et demi le congé mat. Donc à 2 mois après avoir accouché, début septembre, on est parti en Corse. Et j'ai refait le GR. Donc c'est revenu assez vite. C'est revenu assez vite, ouais. Après, il a fallu. J'ai été suivie par contre 1 an même postpartum par ma kiné en rééducation. Je pouvais pas faire d'intensité vraiment avec les impacts, donc il fallait prendre le temps. Mais j'ai pu quand même recourir tôt. En tout cas, refaire de l'effort assez rapidement et reprendre les sentiers assez rapidement également. Je reviens sur au tout début, où on avait fait le volume. L'autre aspect, c'est un peu l'intensité. Comment est-ce que tu bosses, toi, les intensités? Est-ce que c'est souvent? Est-ce que c'est des très hautes intensités? Est-ce que c'est un peu plus bas? Des fois, on te voit tracter Adrien. On devine que tu tractes Adrien. Comment est-ce que tu bosses? C'est le haut du spectre des fréquences, on va dire. Je pense que je me donne assez à fond. Alors clairement, c'est tout la sensation. Là, je regarde pas le cardio, je regarde rien du tout. Et c'est toujours la sensation et ça depuis le début. Après, j'ai 2 séances d'intensité globalement par semaine, avec une séance plutôt vraiment. Alors c'est pareil, ça dépend de la période. Il y a plutôt de la vitesse. On travaille vraiment la vitesse pure sur piste, donc l'hiver. Il y a après le travail de montée, de puissance, de vitesse, de seuil. Et puis après, on rentre plus dans le seuil une fois qu'on rentre en période spécifique. J'aime bien, moi, l'intensité. J'aime ça. J'aime vraiment, j'aime bien me donner à fond. Et c'est vrai que je pense que je me donne quand même assez à fond sur les vraies séances, quoi. J'aime bien faire ma séance comme il faut. Finir bien carpette après les fractions intenses, c'est ton truc. Et puis j'aime bien, je sais, je suis pas à regarder les temps et tout, mais je sais, et j'aime bien quand il met du seuil en 3,50, clairement, je sais que je vais plutôt viser du 3,40 ou du 3,35. J'aime pas qui va être en 3,50, quoi. Ok. Je reviens sur les séances qu'on doit faire de temps en temps, à tracter Adrien. Est-ce que ça, c'est dans le travail d'intensité? C'est des choses que vous faites des fois dans les sorties longues? C'est secret et c'est ton secret d'entraînement, t'en parles pas? Non, il n'y a pas de souci. On le met. Alors, on n'en fait pas non plus 10 par an, hein, mais on en fait quand même quelques-unes, surtout quand il y a une grosse prépa, en fait. Il doit la caler 1 mois avant l'objectif, quoi. Et c'est plus de la PMA, en fait, de la puissance, quoi. Donc, c'est séances dures. Mais elles sont dures, mais bon, elles sont assez sympas. En termes de fréquence d'entraînement, tu t'entraînes combien de fois par semaine, si tant est que tu puisses linéariser ça? Ou comment tu fais dans ce cas-là quand tu as des grosses variations? Alors, le volume va changer. Après, en fréquence, globalement, c'est du 9 entraînements semaine, quoi. Donc, en gros, il y a 1 jour de repos où je fais rien, qui souvent est le jour de garde. Donc, c'est pas vraiment du repos, mais ça reste un jour de repos sportif. Souvent, il y a 2 jours où je vais doubler avec de la muscu. Donc, ça va être une petite séance de footing d'1 heure, 1 heure et quart, et puis muscu le soir. Et après, le reste, 2 séances d'intensité, et puis le reste, c'est de l'EF, quoi. Ok, ça fait déjà une bonne semaine. Il me semble qu'il y a eu des périodes où tu as fait des coupures sportives, mais vraiment complètes, et des fois plus brutales ou plus longues que ce qu'on pourrait voir. On entend des fois des sportifs qui disent « Oh là, je fais une grosse coupure, je prends 1 semaine ». Et il me semble que toi, j'avais
entendu des coupures de 2 à 3 semaines à des moments où tu voulais vraiment recharger. Est-ce que c'est quelque chose que tu fais régulièrement? Alors, il y a 3 semaines de coupure obligatoire chaque année, ça c'est clair. Et vraiment de coupure. Je fais rien. Enfin, je fais rien. D'un bloc ou tu les répartis ces 3 semaines dans l'année? Non, d'un bloc. Et clairement, à la fin du dernier objectif, j'ai besoin de couper. Mais ça, on a toujours fait ça. Même quand je faisais pas aussi long, j'ai toujours coupé à 3 semaines. Là, on est en plein dedans ou t'as pas encore? Ok, là, on est en plein dans ta période relax. Exactement. Tu penses que c'est une coupure qui est plus un besoin mental, physique, les deux? Alors, il y a les deux, c'est sûr. Il y a besoin de se régénérer, et ça, j'en suis sûre. Après, je pense qu'elle est... La durée est plus du fait de la coupure mentale, quoi. C'est-à-dire, je pense que le physique, finalement, au bout de 15 jours, on a, je pense, récupéré une grosse partie. Par contre, on a besoin de couper plus longtemps. Enfin, moi, j'ai besoin de couper plus longtemps. Je suis très intéressé par ce que tu racontes sur le mental, parce que souvent, on a l'impression que c'est la dernière roue du carrosse, alors que j'ai pas vraiment cette vision. J'ai plutôt l'impression que c'est ce qui fait avancer le moteur, et tu vois, je le mets plutôt devant que derrière. Et du coup, on sous-estime des fois cet aspect mental, ou à quel point on a besoin de recharger, parce qu'on peut pas l'objectiver, c'est pas palpable. Et en fait, il y a de vrais besoins. Donc, je suis assez content qu'on l'aborde, et je pense qu'on va beaucoup l'aborder dans la dernière partie de l'épisode. En parlant de mental, est-ce que tu fais de la prépa mentale, ou est-ce que tu en as eu besoin à un moment dans ta carrière? Non, j'en fais pas. Après, c'est un peu mentir, dans le sens où je me décharge parce que je ne gère absolument pas les réseaux sociaux. Et du coup, quelque part, c'est une sorte de prépa mentale quelque part. Parce qu'en fait, ça me protège de tout ça. Pareil, en fait, je cours. C'est tout. Tout le reste, j'ai la chance que c'est beaucoup Adrien qui gère. Enfin, c'est Adrien qui gère tout. Et c'est quelque part ma prépa mentale. C'est déjà beaucoup de courir. Tu viens de dire que t'es véto, tu t'entraînes 9 fois par semaine, tu prépares des ultras, t'as un petit garçon. C'est déjà beaucoup de courir, je trouve. Donc, on en parlait aussi un petit peu avec Thibaut Barognan, pour les auditeurs, ils peuvent aller voir, mais qui, lui, gère ses réseaux sociaux, ou Germain Granger, pareil, ils ont des comptes un peu comme toi, quasiment 100 000 personnes abonnées, 80 000 personnes abonnées, ce qui est énorme, en fait, et c'est vraiment quelque chose à gérer. Et du coup, des fois, dire, c'est pas moi qui le gère, parce que c'est un vrai métier, ça prend beaucoup de temps, c'est important, je pense, ça fait du bien. Ouais, quelque part, c'est un peu ma prépa mentale, quoi, je pense. En tout cas, ça t'aide sur le plan mental à garder de la fraîcheur. Ouais, je me décharge de tout ça. Et puis, je l'oublie complet. Vraiment. Petite pause. Si cette rencontre vous plaît, je vous invite à aimer la vidéo, la commenter, la partager et vous abonner à ma chaîne en activant les notifications pour ne rater aucune de mes publications. Je vous invite aussi à rejoindre Courir Mieux sur ses autres réseaux comme Instagram et le podcast disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Vous pouvez aussi vous rendre sur le site courirmieux.fr où vous retrouverez mes articles de vulgarisation scientifique et mes tests matériels. Enfin, vous pouvez soutenir Courir Mieux et rejoindre sa communauté de passionnés de trail et de course à pied sur Patreon. Les différents abonnements vous donnent accès à de nombreux avantages, à des contenus exclusifs et à la possibilité de poser vos questions à mes invités. Les liens vers les offres sont dans la description. Allez, on retourne à cette rencontre. Comment tu suis ta récupération? Est-ce qu'il y a des choses auxquelles tu fais attention quand tu récupères, comme la variabilité de la fréquence cardiaque, l'humeur, les sensations, ou est-ce que c'est pas trop quelque chose que tu regardes? Pas trop. Après, alors clairement, la fréquence cardiaque, non, je la prends pas. Et après, c'est vrai que la récup, c'est un peu ce qui me fait défaut aussi, clairement, quand je suis en pleine période d'entraînement. Parce que voilà, comme on disait, mon jour de repos sportif, c'est mon jour de garde. Donc des fois, il y a un stress, indéniablement, que le téléphone sonne. Des fois, il sonne beaucoup. Donc voilà, après, je sais je sais quand je suis fatiguée et j'ai les marqueurs, je le sens. Maintenant, voilà, c'est difficile en vraie période d'entraînement, il y a de la fatigue, quoi. Ouais. Et le but du jeu, c'est qu'elle soit pas trop importante, mais je sais qu'elle est là, quoi. Et pourtant, tu me corrigeras si je me trompe, mais il me semble que t'as pas eu beaucoup de blessures, malgré cette énorme charge que tu cumules et cette récup qui, comme tu le dis, je suis d'accord avec toi, est pas optimale. J'ai pas l'impression que t'aies eu beaucoup de blessures dans ta carrière de sportive. Je touche du bois. En fait, j'ai eu une fracture de fatigue. Il y a longtemps? C'était en 2017. En prépa de mondiaux, justement, où je pense, on était sous le rasoir, je m'étais préparée, je pense que j'étais bien en plus, et ça a pété à ce moment-là. Mais sinon, non, j'ai eu la chance de ne pas avoir, ou du moins des blessures minimes, quoi. Est-ce que dans l'alimentation, tu suis un régime particulier? Tu fais attention à ce que tu manges, ou pas spécialement?
J'essaye de manger bien, de manger équilibré, mais je me prends absolument pas de la tête, j'ai pas de règles, je m'interdis rien. Voilà, on essaye de manger sainement et correctement. Après, je m'interdis rien. Tu fais pas attention à des quantités maximum ou quoi, tu manges à ta faim? Je mange à ma faim, clairement. Une question que je souhaite aborder avec toutes les sportives, c'est est-ce que toi, dans ton entraînement ou dans ta carrière ou de manière générale, tu as ressenti le besoin d'adapter ta charge d'entraînement à tes cycles? Ou est-ce que c'est quelque chose qui vient pas du tout interférer avec ta fatigue, avec les séances, avec les compétitions? Alors, Adri le fait avec quasi toutes ses athlètes. J'ai une pilule contraceptive qui m'entraîne une aménorrhée, donc j'ai plus de cycle. Donc du coup, je me prends pas la tête. Mais par contre, ça peut être un marqueur de fatigue. Et clairement, je suis aménorrhée et cet été, je l'étais pas. Donc sur des grosses charges, on en a tenu un peu compte cet été quand même, voilà, par exemple. Et puis en fait, peut-être que le fait d'être aménorrhée avec la pilule, ça fait que tu peux rater une fatigue excessive ou l'apparition de ce symptôme qui, chez les femmes sportives, est un signe de surentraînement. Ouais, clairement. Enfin, c'est un peu ça que tu voulais dire. Mais du coup, voilà, je sais pas non plus. Voilà, c'est pas quelque chose qui va jouer. Le fait d'être aménorrhée ne signifie pas que je suis en sur-régime, quoi. Alors, c'est cette question qui va être un peu compliquée. Comment elle ouvre directement la porte en fait à la suite de l'épisode? Comment tu as trouvé un équilibre ou aujourd'hui, comment tu essayes d'équilibrer entre pro, perso et sport? Alors, c'est l'équilibre, la complexité de tous les jours. C'est sûr que, bon, déjà, j'ai un travail qui est quand même très chronophage. J'ai des grosses semaines. Maintenant, ça va un peu mieux dans le sens où bon, je suis associée. Je bosse 4 jours fixes et une garde semaine fixe. Plus ou moins, le samedi matin et les gardes de week-end. Mais bon, ça fait des volumes à 50-60 heures semaine. Donc ça, de travail pur, quoi. On a un petit bout. Donc c'est sûr que j'ai envie et vraiment, j'ai besoin d'être avec lui, de passer du temps avec lui. Et l'entraînement. J'ai la chance, là, clairement, qu'Adri soit mon entraîneur. Et c'est un casse-tête permanent pour lui, mais on essaye vraiment d'essayer de tout optimiser pour garder cet équilibre-là. Alors déjà, au quotidien, j'essaye de m'entraîner entre midi et 2, comme ça, ça empiète pas. Voilà, le petit est à l'école, il est chez nous entre midi et 2 maintenant pour manger, mais en tout cas, ça n'empiète pas sur ma présence avec lui, je ne serai pas avec lui de toute façon. J'essaye, quand on fait des sorties longues, on l'emmène un peu partout, et Adri fait beaucoup pour essayer que je le vois pendant les sorties, on lui explique beaucoup, donc ça, c'est hyper important. Mais c'est sûr que c'est une alchimie assez difficile à maîtriser et c'est un casse-tête clairement pour Adri. Il m'aide beaucoup par rapport à ça. C'est vrai que j'y pense maintenant, mais on voit des fois Adrien avec toi, par exemple avec le sac et le porte-bébé dedans. C'est peut-être justement ça le but, c'est de trouver un peu plus d'équilibre, d'impliquer par exemple la famille au milieu de... Clairement. Et, tout l'été... Faustin, il a fait le tour du Mont-Blanc aussi. Il est allé en Vanoise tout l'été. Il a fait les chemins du Val d'Isère. Et le GR20, il a déjà fait 2 fois. C'est pas mal à son âge. C'est pas mal. Il a commencé tôt. Dernière question de cette partie, qui vient un peu de mon approche à moi, peut-être de l'entraînement et de ce que je fais, c'est quelle est la place des données et des nouveautés un peu scientifiques ou quoi dans ton entraînement? Est-ce que tu n'y es pas du tout perméable, tu t'en moques complètement de tes datas, de ce qu'on sait, et ça te passe au-dessus, toi, comme tu dis, tu veux courir? Ou est-ce que ça a quand même une petite place quelque part dans ton approche? Alors c'est rigolo parce que je suis quand même assez cartésienne, assez scientifique, et avec mon boulot, en plus j'aime beaucoup, voilà, j'aime ça. Mais sur moi, en tout cas, moi je m'en détache. Après, je suis pas totalement honnête dans le sens où j'aime bien quand même, on fait un test VMA, j'aime bien savoir où j'en suis, j'aime bien savoir, on a fait un petit test physique, j'aime bien savoir où j'en suis. Mais par contre, au quotidien, à l'entraînement, je le regarde pas. C'est vrai que je me décharge aussi, je le laisse à Adri, et j'aime bien savoir moi où j'en suis, mon ressenti, mais c'est pas quelque chose que je vais analyser plus que ça, quoi. Ok, je te remercie pour ces réponses, je pense qu'on a une vision un peu plus clair de comment tu t'entraînes. Anne-Lise, on va passer à la partie sur un peu ton UTMB 2024, ton mi-août 2024, parce que j'ai l'impression qu'ils peuvent, dans une certaine mesure, être connectés, un peu où t'en es dans ta carrière sportive. Mais avant, tous les invités s'y prêtent. C'est le fameux jeu du tu préfères. Je t'en ai parlé rapidement avant qu'on commence l'épisode.
C'est un jeu qui est assez simple. Est-ce que tu connais ou est-ce que je te réexplique les règles? Je veux bien que tu m'expliques les règles. C'est très simple. Je vais te proposer 2 options tout aussi désagréables l'une que l'autre. Mais t'as pas le choix. Dans cette réalité, t'es obligé de choisir ce que tu préférerais. Alors, c'est pas très compliqué. Il y en a que 4 à choisir, mais elles vont peut-être te demander un petit peu de réflexion. On commence avec la première, la plus gentille. Qu'est-ce que tu préfères? Faire une séance de côte en tractant Adrien ou en transportant ton petit dans un porte-bébé? C'est pas facile à répondre. Non, je préfère... En fait, les encouragements de Faustin sont vachement plus sympas que ceux d'Adri, quoi. C'est « Oui, ce moment, allez », plutôt que « Je dirais Faustin ». Heureusement que le son est coupé sur ces vidéos où tu tractes Adri. Qu'est-ce que tu préfères? Celle-là, je pense qu'avec ta réponse précédente sur le rôle d'Adrien dans ton sport, ça va pas être facile. Qu'est-ce que tu préfères, que Adrien ne t'entraîne plus ou que Adrien ne soit plus là sur les ravitaux de tes courses? Non, tant pis, faut pas qu'il soit pas là sur les ravitaux. Je m'arrêterai pas. Mais tu le gardes au quotidien? Ouais. Très bien. Tu dois supprimer une des 2 options que je te propose. Tu préfères supprimer ton record du jardin ou supprimer tes 2 deuxièmes places sur la Diag et la Hard Rock? Je supprime les 2e places. Ça me surprend pas tant que ça. Jusqu'ici, pas trop compliqué, j'ai l'impression. Non, ça va. Et qu'est-ce que tu préfères? Courir la Diagonale des Fous en tenue de vétérinaire ou courir le Gervin mais avec une boîte à meux dans ton sac? Non, la boîte à meux quand même, parce que courir avec des bottes, c'est pas facile, quoi. Donc dans ton sac, tu as un truc qui fait meuh toutes les 30 secondes. Toutes les 30 secondes. Ok, très bien. Je te remercie de t'être prêté à ce petit jeu. Avec plaisir. Annelise, on passe sur cette dernière partie de notre échange qui va concerner, comme je t'ai dit, l'UTMB, etc. Où est-ce que tu en es? Je me suis noté que, pour placer un peu le contexte pour les auditeurs, le 30 août à 18h, tu t'élances sur le parcours de l'UTMB, plutôt aux avant-postes, d'après ce qu'on a vu un peu dans les images. En tout cas, moi, j'ai fait un petit film du départ et tu fais partie des premières personnes qui passent là où j'étais, au début du virage. Tu semblais assez prête et déterminée sur les images, souriante, concentrée dans ta course. Et quelques heures plus tard, dans la nuit du 30 au 1er, entre l'Échapieux et Courmayeur, vers le kilomètre 70, tu décides d'abandonner. Il y a ton équipe qui te récupère et quelques heures plus tard, tu publies une photo de toi en larmes avec un texte qui, moi, personnellement, m'a beaucoup touché, qui parle d'un ras-le-bol sportif, d'un burn-out, d'une perte d'équilibre, d'une perte de sens dans ta pratique. Aujourd'hui, on enregistre le 18 septembre, donc ça fait quand même 20 jours bientôt que ça s'est passé, quasiment. Et on est donc après ce message que j'ai trouvé assez poignant et je te propose de revenir sur cette UTMB, mais également sur ta carrière sportive un peu plus globalement, parce que j'ai cru comprendre qu'elle était actuellement avec des questionnements, en tout cas qui t'animent. La première question que je voulais te poser pour commencer, c'est comment tu vas depuis cet épisode-là ou depuis cette photo-là? Ça va bien. Après, j'avoue que j'ai eu une première semaine un peu compliquée. Alors, bon, après... J'ai travaillé, il y a eu la rentrée scolaire du petit, donc j'ai dû vite mettre de côté un peu l'UTMB, mais ça a été un peu compliqué quand même. Une semaine un peu... Ouais, j'avais la glande lacrymale assez fragile, assez susceptible. C'est très joliment dit, je trouve. Oui, d'ailleurs, il y avait une autre photo de toi quand je suis repassé pour essayer de retracer l'historique avant notre interview. Il y avait également une photo de toi, effectivement, qu'emmenait ton petit à l'école et où tu lui disais que là, ça avait un peu plus de sens ou que ça faisait du bien. Je voulais commencer par, avant d'entrer dans le mental, qui va être certainement le chapeau principal de cet échange, physiquement. Tu te sentais comment sur cette ligne de départ de l'UTMB? Je pense que j'étais prête. Physiquement, ça allait. Alors, très, très, très objectivement, sur la ligne de départ, vraiment strictement, j'ai cru que j'allais tomber dans les pommes s'il partait pas, quoi. J'avais les fourmis aux jambes, j'avais commencé à avoir les picotements aux lèvres et commencé à avoir le point noir aux yeux, donc il fallait que ça parte. C'était très anxiogène, vraiment. Mais physiquement, je pense que ça allait. Et jusqu'au Chapieux, t'avais pas l'impression qu'il y ait une défaillance physique? Si, ça a commencé à la première montée au col du Bonhomme. En fait, ça allait. Après, c'est tout bête, mais j'avais des petits signes. Enfin, voilà, ça, très objectivement, depuis que Faustin est né, il y a une rééducation périnnéale, forcément, comme toute femme enceinte. J'ai pas eu de soucis du tout, à part au tout début, mais il n'y a plus rien de particulier. Et là, au départ de l'UTMB, j'ai eu des micro-pertes urinaires que j'ai jamais eu jusqu'à présent, quoi. Donc, il y avait... Je sais pas pourquoi j'ai eu ça. Est-ce qu'il y avait une fatigue déjà incroyable? Souvent, c'est quand j'étais très, très fatiguée que j'avais ça. Donc, j'avais des signes que ça allait, mais c'était bizarre quand même. J'étais dans un état avec envie de bien faire, avec une
voilà, une envie très clairement de bien faire. Mais physiquement, j'avais des signes déjà un peu bizarres dès le début. Est-ce que tu mettrais en parallèle ce que tu as ressenti avant l'UTMB et pendant les premières heures de l'UTMB avec ce que tu as pu ressentir sur le mute, où il y a vraiment deux grandes différences? Parce que j'ai l'impression que le mute, il n'a pas été si facile non plus. Alors le mute était pas un objectif principal. On y allait parce que faire une course de début d'année et faire 100 bornes, enfin 120 bornes, mais j'avais pas un objectif absolu dessus. J'étais pas en prépa optimale non plus. C'était arrivé assez tôt dans l'année. Ce qui il a fait vraiment une condition vraiment moche, quoi. Et du coup, c'est vrai que dès le départ, on était sous des trompes d'eau avant de partir. Arrivé sur la ligne de départ, il faisait vraiment pas beau. Et ça a été plus ce niveau-là où je m'attendais à me régaler parce que le parcours est chouette, l'île est chouette et ça n'a pas du tout été au rendez-vous. Mais c'était plus ça qui fait que la course a été loupée dans le sens de mes attentes, plus que physiquement ou mentalement. Si on revient sur la ligne de départ de l'UTMB et peut-être les quelques heures ou jours qui ont précédé, mentalement, t'en étais où? Est-ce que tu te projetais dans cette course? Pourquoi tu t'y projetais? T'en étais où un peu? Très concrètement, voilà, cet objectif l'UTMB, je voulais la faire correctement, mais avec une envie de juste la boucler et de la boucler. Et je pense que clairement, je serais arrivée à Chamonix, ma réaction aurait été un soulagement, en fait. Pas une satisfaction, un soulagement. Donc, j'avais envie, mais plus l'envie de le faire une dernière fois comme il faut. Mais j'étais vraiment dans cet état d'esprit déjà dès le départ. Ok, tu venais conclure quelque chose? Un peu. Il fallait le cocher, je voulais le cocher, mais depuis le début, en fait, l'UTMB, je pense pas, alors que ça peut être le cas de beaucoup d'athlètes, gagner l'UTMB, c'est absolument pas un Graal pour moi. Mais vraiment pas, quoi. Et le parcours est magnifique, mais parce que les montagnes sont belles autour. Mais en soi, le parcours vraiment, enfin, le chemin, l'ambiance, c'est pas quelque chose qui me fait vraiment rêver. C'est pas ce que j'attends, en fait, du trail comme moi, je le perçois, quoi. Et du coup, voilà, il y avait cette envie parce que je pense que c'est devenu le Graal. Enfin, en tout cas, la référence dans le milieu de l'ultra, faire l'UTMB, c'est la course référence pour un ultra-trailer. Donc, je voulais le faire comme il faut. Mais c'était plus dans cet objectif-là. Et alors, le ras-le-bol, le burn-out dont tu parlais dans ta publication, est-ce que c'est quelque chose que tu ressens encore aujourd'hui? Tu l'attribues à quoi? Est-ce que tu peux nous en parler? Très honnêtement, déjà, je sais, et c'est acté, j'ai 1 an de contrat avec Scott, et je veux faire 1 an, c'est tout. C'est-à-dire que c'est clairement, et ça fait un moment qu'on le sait, et je ne veux pas renouveler, il me reste 1 saison. Donc, avant l'UTMB, il me restait 2 ans. Voilà, il me restait 2 saisons, et je n'ai pas l'intention d'aller plus loin, en fait, en tout cas, en termes de compétition. Je pense que je courrais parce que j'aime ça et j'aurais envie de courir, mais j'ai plus envie d'avoir d'objectifs, de devoir se focaliser que sur un objectif. J'ai plus envie. Il y a plein de choses. Il y a l'âge. Enfin, ça fait j'ai commencé en 2013, en 2011, 2013 vraiment. Maintenant on est en 2024. J'ai 36 ans. C'est vrai qu'il y a eu un premier virage quand Adri a arrêté vraiment, lui, de courir aussi sa carrière d'athlète. Là, je me retrouve. Il y a eu un premier questionnement où je me disais, ok, on fait tout ça maintenant pour moi. Est-ce que ça a un sens? J'ai pas envie qu'on m'impose mes vacances pour aller faire une course. Après, voilà, Adri avait aussi aime ça et c'était aussi chouette d'avoir cet objectif-là quand on partait en vacances 1 semaine, qu'il y avait une course au milieu, ça me motivait aussi. Donc je me suis relancée quand même là, mais il y avait déjà eu est-ce que ça a un sens d'en faire autant? Et puis après, il y a eu la naissance de Faustin aussi, et on n'y pense pas assez. Je pense aussi, beaucoup se questionnent, ou avoir un enfant, est-ce que ça pénalise le côté physique? Où on se dit, est-ce que je vais reprendre physiquement? Et beaucoup de jeunes mamans, de questions sont à ce niveau-là. Et j'ai envie de dire, oui, physiquement, globalement, s'il n'y a pas de complications, on reprend super bien et super fort, et même encore mieux peut-être même qu'avant. Mais on pense pas forcément à l'après psychologique, quoi. Et je pense pour une maman, après pareil, on n'est pas toutes pareilles, on n'a pas toutes ce même rapport aux petits, mais moi clairement j'ai besoin, je culpabilise beaucoup en fait aujourd'hui que
que ma pratique sportive empiète sur ma vie de maman. Et c'est comme ça, j'ai beaucoup de mal à me dire tu vas t'entraîner et à ce moment-là, t'es pas avec le petit et je le vis pas très bien. Et du coup, ça aussi, voilà, on a diminué le nombre de courses aussi par l'ultra, oui, mais aussi parce que j'ai pas envie d'infliger non plus des déplacements à droite à gauche pour le petit, des courses tous les week-ends pour le petit. Et aussi parce que voilà, j'ai envie que ce soit un équilibre et que j'arrive à respecter la vie de mon petit aussi, quoi. Tu me corrigeras si je me trompe, mais en fait là, tu es en train de me dire que tu vas trouver ton équilibre en arrêtant ta carrière de sportive de haut niveau? En tout cas, il sera un peu plus facile à gérer, quoi, cet équilibre. Encore une fois, voilà, je pense qu'on est actif et j'ai besoin de défis, j'ai besoin de faire plein de choses. Ça, voilà, ça fait partie de ma vie. Mais de devoir remplir enfin, voilà, avoir des objectifs aussi lourds que l'UTMB, j'ai plus envie. Est-ce que tu te projettes sportivement sur, du coup, des compétitions plus courtes qui impliquent peut-être moins de charge globale? Ou est-ce que là, ton envie aujourd'hui, avec le point auquel tu es arrivé sur l'UTMB, c'est de raccrocher pendant une période et tu verras plus tard? Là, au 18 septembre, clairement, je sais pas quoi faire l'année prochaine. Alors, j'ai envie, là, voilà, je suis en coupure aujourd'hui. J'ai envie de reprendre les entraînements l'hiver, une prépa hivernale, c'est tout bête, mais voilà, voir si j'arrive à refaire un peu de vitesse, à faire un chrono peut-être sur 10, sur semi, enfin des trucs tout bêtes, mais j'ai envie de reprendre un entraînement global. Mais j'avoue, je ne sais pas. Et vraiment, je ne sais pas quoi faire l'année prochaine. Donc, pas l'UTMB déjà? Non, pas l'UTMB. Ça, c'est sûr. Clairement, je ne pense pas à un ultra. À un moment, j'avais envie de finir sur la diagonale. Un peu, si l'UTMB s'était bien passé, je pense que, voilà, je me disais, parce que je n'ai pas très bien vécu la diagonale, c'était très proche du GR20, je n'avais pas récupéré physiquement. Et j'avais envie de la faire comme il faut. Mais franchement, je pense j'y retournerai pas sur la diagonale, quoi. Donc voilà, l'année prochaine, peut-être me faire plus des belles courses, mais sur du 80 km, sans grand max, mais plutôt 80. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, là, je sais pas sur quoi je vais me lancer l'année prochaine, quoi. Est-ce que après cette espèce de, je sais pas si tu veux qu'on utilise le terme burn-out ou ras-le-bol ou verre qui déborde à un moment donné, peu importe. Est-ce que tu as mis des choses en place pour aider ce verre à se vider? Et si oui, qu'est-ce qui t'a peut-être aidé à retrouver au moins un meilleur état mental aujourd'hui? Là, déjà, voilà, enfin, ce qui est bien aussi avec notre sport, c'est que quand on a une vie à côté, on se rend compte que c'est du plaisir et que si on en sort, voilà, la vie, elle continue et avec ou sans réussite à l'UTMB, le quotidien, il sera globalement le même. C'est tout bête, mais j'ai plein de mes éleveurs qui ont eu des mots super adorables, enfin, au retour, ou avec une sorte de pudeur en me disant, bon, voilà, on a vu que ça s'était pas bien passé, mais voilà, c'est pas grave, on recommence. Et c'est vrai, ils ont raison en soi. Ça s'est pas bien passé, mais j'ai de la chance que je vis pas de la course à pied. Je n'en ai pas besoin financièrement pour vivre. Et puis on se rend compte que voilà, il y a eu la rentrée de Prestin. Peut-être que là aujourd'hui, on va se focaliser un peu sur ça, sur son début, sur pleinement ma vie professionnelle et personnelle qui est importante, quoi. Un échec sportif ou un raté sur une course, de manière isolée, c'est pas grave, mais si ça arrive en cerise ou en goutte d'eau qui fait déborder le vase, pour reprendre la métaphore que j'ai utilisée du verre, c'est peut-être ça en fait le problème. C'est pas juste l'UTMB, en fait n'importe quelle autre course qui se serait mal passée, t'aurais peut-être été dans le même état en disant de toute façon c'est le truc de trop. Et oui, je pense, ouais. Et puis l'UTMB d'autant plus, où on y a accordé beaucoup. En fait, très concrètement, cet été, l'année déjà a été vraiment focalisée sur la prépa UTMB. Cet été, j'ai pas pris de vacances. On a tout axé en travaillant en début de semaine et en courant les les milieux de semaine. Donc on prenait 4 jours où je faisais 200 bornes. J'ai fait énormément de volume parce que il fallait en faire et j'ai jamais fait autant de volume que pour préparer l'UTMB. Donc c'est vrai que déjà j'étais sur le fil, quoi. J'étais vraiment sur le fil et je le sentais, hein. Il y a eu des chevilles à la fin, il y a eu voilà, des signes hormonaux, des signes, je sentais que j'étais très clairement sur le fil de rasoir.
Et d'ailleurs, à la fin, on a un petit peu diminué le volume et on a un petit peu diminué l'entraînement par rapport à ce qui était prévu. Mais j'ai énormément donné. Je pense vraiment, comme on disait par rapport aux séances, je suis un peu perfectionniste. J'ai fait toutes mes séances. Il n'y en a pas une qui a sauté, ou il y a peut-être une muscu qui a sauté dans l'été. Mais sinon, il n'y a pas une séance qui a sauté. J'ai toujours donné à fond sur les intensités. Les sorties, je les ai toutes faites. Tout ce qui était programmé a été fait. Et c'est vrai que, je pense que j'ai beaucoup, beaucoup donné. On a beaucoup donné. Adrien, du coup, s'est beaucoup occupé du petit. Il y a eu plein de choses de fait, à la fois personnelles et à la fois familiales, qui font qu'il y a eu certainement overdose aussi, quoi. Est-ce que tu as le sentiment que aussi l'environnement médiatique qu'il y a à l'UTMB, puisque quand vous venez à l'UTMB, vous venez pas juste courir avec une pression énorme à cause des concurrents, mais j'ai l'impression que vous êtes extrêmement sollicité par des événements, des personnes comme moi qui vont enregistrer des épisodes ou quoi. Est-ce que tu as l'impression que ça a participé ou tu as réussi à rester dans ta bulle avant la course quand même? Adrien m'a beaucoup protégée de ça. Où clairement, c'est un peu la police, où j'ai répondu à rien. On n'est pas allé à la présentation des athlètes. Je suis pas allée dans Chamonix. Enfin, je suis allée boire un café dans Chamonix, mais on m'a pas embêtée. Mais je me suis coupée de ça. Je suis venue à Chamonix aussi exprès que le mercredi. Et encore, je suis restée aux ouches. Et le but, c'était de se couper de ça. Mais oui, elle est forte, la pression. Et en fait, c'est assez rigolo. On est arrivé à Chamonix, même juste la veille le moment du départ, au moment du départ. Et on en discutait avec Rémi Bercher, qui aussi était en train de se faire un ulcère à l'estomac quand on allait. Enfin, il était hyper stressé. Et on a eu la même réaction. On se disait, tu vois, la diagonale, il y a du monde pareil. Mais c'est la fête. Il n'y a pas du tout ça. Et c'est vrai que j'ai senti sur ce départ de l'UTMB quelque chose d'une atmosphère hyper pesante, en fait. Alors, clairement, je pense qu'on se l'inflige nous-mêmes, mais quand même, l'environnement est hyper anxiogène. Enfin, je l'ai vécu vraiment de façon très anxiogène, quoi. J'en parlais aussi un peu avec Germain en off, que même quand tu regardes le parcours, il y a déjà, vous en tant qu'athlète, il y a du monde partout, c'est vraiment blindé jusqu'au départ. Et en fait, maintenant, même jusqu'à Notre-Dame-de-la-Gorge, c'est ultra blindé. Vous n'êtes pas dans une ambiance de course un peu solitaire dans la montagne où tu vas croiser 2 personnes qui vont te dire allez. Là, tu es dans un endroit où c'est extrêmement rempli de monde. Est-ce que toi, tu l'as bien vécu, par exemple, tout ce passage-là, où tu avais l'impression que c'était encore pesant Ouais, j'ai trouvé qu'il y avait trop de monde. Vraiment, en plus, ils ont voulu faire un truc super chouette à Notre-Dame-de-la-Gorge avec une foule en délire, comme ils avaient pu faire l'année dernière à la Forclaz. Mais en fait, clairement, c'était démesuré, quoi. Et tout, en fait, à Saint-Gervais aussi, c'était incroyable, hein. Mais c'était un critérium, même au Tour de France, il n'y a pas autant de monde. Mais ouais, j'ai trouvé que c'était un peu pesant à ce niveau-là, quoi. Je pense qu'il faut être préparé aussi à ça maintenant, parce que je suis pas sûr que ça se désemplisse si tôt. Et c'est vrai que ça peut apporter une certaine pression. Et peut-être que des athlètes préféraient le moment ultra concentré dans leur effort plutôt que ce moment qui peut être très sympa et qui peut aussi peut-être venir déstabiliser. Ouais, quelque part, ouais. Et puis, en plus, c'était aux Antilles, c'était l'opposé extrême à faire la hard rock l'année dernière. La hard rock, c'était l'extrême opposé. Il y a personne. On est seul au monde. Et c'est vrai que, mais quelque part, c'est ce que j'ai adoré dans la hard rock et c'est ce que je recherchais aussi. Et c'est vrai que là, bien sûr qu'on apprécie quand on est encouragé, c'est super chouette. On voit des visages connus, c'est vraiment c'est super chouette. Mais là, c'est vrai que ça devient trop. En tout cas, pour moi, je trouve que ça devient trop. Pareil, en termes de densité de coureurs. C'est vrai que, c'est bête, mais alors après, peut-être que je devrais pas faire de compète, du coup, mais j'aime bien être toute seule, côté de la montagne. Et là, il y a du monde partout, tout le temps, quoi. Et ça, mais bon, oui, effectivement, je pense qu'on tend vers ça. En tout cas, en ce moment où c'est hyper populaire, on a de plus en plus de monde qui vont suivre les événements. Mais en tant que coureur, c'est pas forcément ce qu'on recherche, quoi. En tout cas, moi, ma lecture, j'ai pas d'avis si c'est bien ou pas. C'est juste que c'est un type de course. Et il y a des courses où tu seras plus seul, des courses où tu auras plus de monde. Et il faut savoir que là, tu auras du monde. En tout cas, même la tête de course, tout le temps, tout le temps devant. Il y aura du monde quasiment tout le temps, sauf peut-être après Notre-Dame jusqu'à Courmayeur et encore. Une dernière question que je vais te poser dans cette partie, c'est au final, pour revenir sur cette espèce de ras-le-bol que tu as pu avoir vécu, quand on regarde un petit peu les 3 aspects de ta vie, le côté personnel, professionnel et sportif, tous les curseurs sont poussés au max.
Maman, dans son t'as pas le choix, c'est forcément poussé au max, ça, il n'y a aucun doute. Ton boulot, c'est une passion pour toi et tu le pousses au max. Sportivement, tu es extrêmement impliqué, tu te lances sur des formats ultra compétitifs, des courses ultra compétitives. Le Mute, il n'y a pas personne. L'UTMB, c'est le rendez-vous. Est-ce que... pourquoi, en fait, tu es arrivé à ce moment où tous tes curseurs sont vraiment poussés au max par passion pure par chacun des domaines et t'as pas voulu en descendre un à un moment donné? Alors, c'est vrai que professionnellement, la question s'était posée. Alors déjà, il faut quand même mettre le contexte aussi, c'est qu'il y a 10 ans, on pouvait pas vivre du trail, quoi. À part d'être Kylian Jornet, on vivait pas du trail. C'est vrai que maintenant, les contrats ont clairement... c'est énorme, hein. Il y a eu des propositions, des enveloppes financières qui ont complètement changé par rapport à ce qu'on nous offrait il y a quelques années de ça. Donc ça, il y a déjà un fait. Bon, je vieillis aussi, j'ai 36 ans, mon métier, effectivement, est une passion. Et puis, il y a aussi qu'on est venu en Haute-Savoie. Moi, je suis pas carriériste, mais j'ai aussi envie que ça se passe bien dans mon travail. Et c'est vrai que j'avais une opportunité d'association aussi en arrivant en Haute-Savoie. Cette opportunité, il fallait qu'elle se construise là pour d'un côté financier, d'un côté construction aussi par rapport à la clinique. Et c'est vrai que je voulais m'engager, pas perdre cette opportunité-là qui s'offrait à moi. Et là, ça m'engageait parce que c'était le deal aussi avec mes associés. On s'engageait du coup tous les 4 à travailler pareil. Donc, je travaille autant que mes collègues. Et c'est vrai que je voulais pas non plus être l'associé au rabais. Et puis, c'était la règle du jeu de l'association. Et ça s'est passé au moment du GR, en fait. Donc, voilà, les 2022-23 ont été très riches, où il y a eu la naissance de Faustin, un GR et une association aussi au niveau professionnel. Mais je voulais pas passer à côté aussi parce que voilà, ça se serait peut-être pas fait. Et après, t'as 40 ans et t'es salarié et c'était pas ce que je cherchais, quoi. Donc il y a eu ça. C'est vrai qu'aussi dans mon travail, je fais pas les choses à moitié. J'aime ce que je fais et j'ai pas envie de juste faire mes heures et voilà, j'ai envie d'être à fond parce que j'aime ce que je fais. Et puis il y a la course à pied où j'ai envie de m'engager aussi et de pousser au max. Donc c'est vrai que c'est ce qui est dur, c'est de pousser les 3 curseurs à bloc, quoi. Ouais, et la difficulté d'en descendre un ou un autre quand tout est une vraie passion avec de belles opportunités, c'est des fois très dur de faire des choix dans... C'est ça, c'est qu'aujourd'hui, voilà, clairement, professionnellement, c'est difficile pour moi de je peux pas prendre un mi-temps, je peux pas le faire. Et puis sportivement, voilà, quoi, j'ai pas envie non plus d'attendre 3 ans pour le faire, parce que je pourrais pas le faire. Anne-Lise, je te remercie pour tes réponses à toutes ces questions et ta transparence. C'était vraiment agréable de t'écouter. Tu vas m'accorder un petit moment réservé aux abonnés Patreon, mais avant ça, on va conclure l'épisode déjà pour tout le monde. Ma question, avec ce qu'on a raconté sur ta carrière sportive et ce qui t'attend, elle me paraît presque dérisoire, mais tu peux répondre très large. Est-ce que tu as un objectif à long terme qui te donne envie, là maintenant? On va dire sportif ou non? J'ai rien de très concret. Après, voilà, j'espère encore... j'ai plus de folle envie de course. C'est un peu prétentieux, mais j'ai plus de courses qui me font rêver plus que ça. Après, voilà... faire peut-être un Mont Blanc en one shot, faire un peu rapide, faire encore une traversée d'un massif qui me plaît, ça me plaît. Mais voilà, après, est-ce que rechercher... j'ai envie encore de montrer que je suis capable d'aller vite, de se trouver un chrono sur certains trucs. Mais voilà, j'ai plus envie des objectifs de classement, des objectifs de victoire. J'en avais pas beaucoup, mais là, j'en ai encore moins, quoi. Est-ce que tu as un conseil ou un message que tu aimerais que les auditeurs et auditrices retiennent de ta vision du sport, du trail, de la compétition? Déjà, je pense qu'il faut que ça reste un vrai plaisir. Il faut que le trail reste une passion. C'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, ça se professionnalise. De plus en plus de monde ont la possibilité d'en devenir professionnel ou du moins de gagner de l'argent, même avec le trail. Il faut parler de ça. Moi, je pense qu'il faut avant tout, même si c'est la cerise sur le gâteau, qu'effectivement, on peut gagner de l'argent, on peut en faire toujours plus et être mis sur le devant de la selle. Il faut que ça reste un plaisir. Et voilà, on a un sport qui est sacrément chouette, de pouvoir évoluer en montagne, de pouvoir traverser des îles, faire le tour de montagne. C'est concrètement ce qu'on fait. Et je trouve ça génial, mais il faut que ça reste un plaisir, quoi. Et après, voilà, il faut pas accorder plus d'importance que ça et juste...
Voilà, profiter. Et où est-ce qu'on peut te suivre? Où est-ce qu'on peut me suivre au quotidien? Non, où est-ce qu'on peut suivre ton avancée, ta carrière ou tes futurs projets? Bon, bah après, voilà, il y a les réseaux qui vont véhiculer tout ça. Après, bon, il y a peut-être un projet de film autre que ceux qui comptent. Il y en aura un autre, justement, sur cette fin de carrière, si on peut parler comme ça. Et puis après, voilà, je pense que je suis assez sur les sentiers. Sur cette fin de carrière, ou on va dire au moins sur cette page qui se tourne? Ouais, Ce sera une autre page, mais voilà. Mais après, je pense que je la vis plutôt bien. Hein. T'as pas l'air pas bien. C'est ça aussi qui ressort dans l'épisode. T'as l'air bien. Et c'est le plus important. C'est qu'au final, tes choix te plaisent et c'est le plus important, je pense. C'est justement, oui, effectivement, je pense que... Enfin, en tout cas, je l'envisage pas comme quelque chose de très sombre. Non, clairement non. Merci beaucoup, Anne-Lise, pour toutes tes réponses. Merci à toi. Merci. Voilà, c'est tout pour cet échange avec Anne-Lise Rousset. Athlète de haut niveau depuis de nombreuses années, maman d'un petit et vétérinaire à temps plein, Anne-Lise a aujourd'hui fait le choix de conclure sa carrière de sportive professionnelle pour se concentrer sur ce qui compte. Cette décision n'enlève rien à ses nombreuses belles réussites sportives réalisées grâce à un entraînement intelligent, comme vous avez pu l'entendre. Mais pour retrouver un équilibre, Anne-Lise a aujourd'hui fait le choix de raccrocher les dossards pour tourner une nouvelle page de sa vie. N'hésitez pas à la suivre sur ses différents réseaux, les liens sont dans la description, et moi je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.